Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette suite du cours sur l'évolution du climat et de l'océan. Et on va continuer en fait sur la lancée de la semaine dernière où je vous ai parlé, j'ai commencé à aborder en fait ce qu'on appelle communément l'optimum climatique romain. Et je vous ai montré à quel point les évidences étaient relativement ténues et difficiles à quantifier, à la fois pour les estimations de température, d'anomalies de température et de précipitations. Donc on va continuer sur cette lancée et puis je vais aborder les impacts et aussi les instabilités de cet optimum climatique romain. Le cours n'est pas destiné en fait à être exhaustif sur ces sujets. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est plutôt des coups de projecteur en fait sur des études récentes qui sont liées à des archives particulières et pour vous montrer en fait la complexité de ces reconstitutions et leur variété, c'est-à-dire qu'on va s'occuper à la fois de température, de précipitation, évidemment. On va s'occuper aussi des changements à long terme. On va voir aussi des événements abrupts, des événements très rapides, singuliers, qui peuvent être plus ou moins fréquents. Et on va aussi considérer le fait que quand on regarde l'optimum climatique romain, et en particulier la civilisation romaine et leurs liens, il faut aussi envisager des téléconnexions à très grande échelle spatiale, et donc il faut s'occuper aussi du climat de la Terre. Donc c'est un peu sur ces trois ensembles que je vais essayer de construire un petit peu le cours sur l'optimum climatique romain. Donc la semaine dernière, je vous ai laissé, en fait, je vous ai parlé de paléotempérature, de changement de précipitation, et j'ai commencé à faire puisqu'à chaque fois, il faut aussi, que lorsque l'on considère des nouvelles archives ou des nouveaux traceurs paléoclimatiques, quand on les aborde, il est important, en fait, de regarder un peu le détail de leur construction, de leur évaluation, des imprécisions qui peuvent être liées à ces différents indicateurs. Sinon, on ne peut pas avoir une bonne appréciation justement des incertitudes, ce qui est fondamental justement dans ces reconstitutions. Et on va aussi aborder en parallèle des comparaisons avec les modélisations qui peuvent être effectuées avec les modèles tridimensionnels qui sont en fait les mêmes que ceux qu'on utilise pour les projections climatiques de la fin du siècle ou des siècles prochains. Donc je vous ai laissé la semaine dernière avec en particulier les isotopes stables. Je vous ai dit que pour aller plus loin sur les précipitations, on va pouvoir reconstituer des changements de précipitation en considérant les isotopes stables. On l'avait déjà fait lorsque je vous ai parlé des Vikings au Groenland et ailleurs. Et je vous ai dit qu'à haute latitude, on avait des corrélations qui sont purement liées à la physique de l'évaporation, de la distillation isotopique dans l'atmosphère de la vapeur d'eau, et que l'on pouvait, en mesurant les isotopes stables dans l'eau de pluie actuellement, ainsi que dans des carottes de glace par exemple, ou dans des molécules qui contiennent de l'oxygène en particulier, qui est lié aux précipitations, aux pluies, on peut essayer de reconstituer le delta O18 des précipitations, qui nous permet, en particulier à haute latitude, de reconstituer des paléotempératures. C'est vraiment à la base du paléothermomètre qui est utilisé en glaciologie, en particulier pour les carottes du Groenland et de l'Antarctique. Mais c'est vrai aussi pour d'autres latitudes, comme on l'a vu. Et dans le propos de la semaine dernière, je vous ai parlé précisément aussi de la région de la péninsule italique, et je vous ai montré essentiellement que autour de l'Italie, en particulier lorsque l'on tient compte des données qui sont établies dans le cadre d'un réseau international qui est piloté par l'IAEA, un réseau en fait de mesure des isotopes dans les pluies de par le monde, mais en particulier sur la zone entre Pise, Gênes et Palerme, eh bien on pouvait voir des corrélations et essayer de les comprendre, des corrélations entre le delta O18, donc le rapport isotopique O18-O16 dans les pluies, dans l'eau de pluie, et on pouvait aussi modéliser, je vous ai parlé de modèles tridimensionnels, les mêmes que ceux qui sont utilisés pour les climats futurs, mais où l'on peut introduire la physique des processus d'évaporation et leurs conséquences sur les isotopes, et donc on peut aussi faire des simulations de ces isotopes dans les modèles.
Et je vous ai, bon, ici, c'est juste un récapitulatif un petit peu final d'un des points que je vous ai montré la semaine dernière, où on peut, à la fois dans les données et dans les modélisations qui explicitement ont aussi une variabilité, on peut reconstituer le delta O18, donc ce rapport isotopique par rapport à un standard, en fonction de la température, à la fois dans le modèle du GIS, qui est un modèle de la NASA, et les données dans le réseau, en particulier pour ces 3 stations entourant, enfin, du nord au sud de la péninsule italique. Donc, je vous ai dit aussi qu'il y a à moyenne latitude et aux basses latitudes une corrélation qui est manifeste et qui est liée aussi à la physique de l'évaporation et de la distillation, qui est plus compliquée en fait dans les zones à basse latitude. On a une corrélation, ce qu'on appelle l'effet de masse, qui est négative entre le taux de précipitation, les précipitations exprimées ici en millimètres par mois, et le delta O18 des pluies. Donc on a 2 corrélations qui sont à peu près équivalentes, en tout cas vu le bruit que l'on peut retrouver dans les stations. Dès que l'on va zoomer, alors justement c'est ce que je vais vous montrer ici, on peut encore faire des zooms encore plus précis. Ici c'est un zoom sur la Toscane. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi je m'intéresse à la Toscane. Bon, elle est au nord de l'Italie, donc on n'est pas très loin des zones géographiques qui nous intéressent. Mais je vais vous montrer qu'il y a des archives qui vont pouvoir être utilisées en paléoclimatologie, et c'est pour ça que je vous montre en fait ce travail qui est assez récent d'hydrologie, qui montre en fait le delta 18 dans l'eau de pluie, mesuré dans l'eau de pluie en fonction des températures sur cette région particulière. Donc on a un bruit qui est encore plus fort lorsqu'on regarde, il y a moins de dynamique, on va dire, donc le rapport signal sur bruit diminue, mais on voit toujours cette pente à peu près de l'ordre de 0,2 pour 1000 par degré Celsius. Et on retrouve aussi, alors bon, c'est encore plus bruité, aussi une pente négative entre le delta 18 et les précipitations. Alors ici, c'est exprimé en millimètres par mois, donc il faut multiplier par 100 pour obtenir celle des graphiques précédents, mais c'est approximativement en fait la même chose, mais dès que l'on va regarder avec une loupe, eh bien, on va avoir aussi une variabilité qui est plus importante. Alors pourquoi je m'intéresse à cette région? C'est essentiellement le fait qu'elle est assez proche de Rome déjà, et qu'en plus on a des zones karstiques, des zones carbonatées, en particulier les Alpes apuanes, où il y a des grottes, en particulier 2 grottes qui sont célèbres dans le milieu de la paléoclimatologie, qui sont l'objet de recherche depuis plus d'une décennie, qui sont la grotte de Corcia et la grotte de Renello. Voilà, la grotte de Corcia et la grotte de Renella. Ici, une autre vue avec une petite carte, donc c'est voilà, avec une carte de la situation de certains sites archéologiques. Ici, on a Pise, et les 2 grottes qui vont nous intéresser, la grotte de Renella et la grotte de Corcia, sont ici. Et bon, ici, quelques photos de la grotte de Corcia avec de magnifiques spéléothèmes, qui est le nom générique pour tout ce qui pousse dans les grottes, que ce soit montant, donc les stalagmites ou les stalactites qui descendent, et les planchers stalagmitiques sur le sol, ou les coulées stalagmitiques sur les parois. Et donc on va voir que ce sont nos archives, ça va devenir des archives qui peuvent être intéressantes pour reconstituer le climat, puisqu'on peut y mesurer ces isotopes stables un peu de la même façon qu'on pourrait le faire dans les carottes de glace à haute latitude. Donc on va voir que c'est compliqué justement, et c'est ça que j'aimerais vous montrer, c'est que je pourrais ne vous montrer que les séries temporelles, de façon brute, en disant voilà, ça c'est les températures obtenues à partir de spéléothèmes, de stalagmites, mais le pouvoir évaluer les incertitudes associées à ce type d'études est fondamental pour vraiment appréhender le problème. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire dans la suite du cours, parce que ces stalagmites peuvent être datés très précisément. Pas tellement avec la méthode du carbone 14, parce qu'il y a beaucoup de carbonates très anciens qui vont donc perturber, et donc la méthode de choix en fait pour ces
dater les stalactites et les stalagmites, c'est la méthode uranium-thorium, qui permet d'être très précis, même pour la période historique. On peut obtenir des âges à 1000 ans, par exemple, avec une précision qui va être de l'ordre de quelques années, si la concentration en uranium est suffisante. Mais donc on peut avoir donc des précisions qui sont quasiment compétitives, justement, pour essayer de reconstituer le climat sur le millénaire ou les 2 derniers millénaires, ou aller même au-delà, puisque là on est intéressé par la période de l'optimum climatique romain, donc qui débute quelques siècles avant notre ère. Et donc, alors, une des complications dès le départ de cette étude des spéléothèmes, c'est que le deltaodite, le principe de base, c'est que la précipitation de calcite, donc CaCO3, donc, de carbonate de calcium, ce carbonate de calcium, il contient de l'oxygène, et cet oxygène, le principe de base, la supposition que l'on fait lorsqu'on fait ces recherches avec les stalagmites, c'est que l'oxygène est en équilibre isotopique avec les précipitations, et que donc ce qui va être enregistré dans ces stalagmites, en faisant des mesures du delta O18 dans les couches des stalagmites, on va pouvoir reconstituer les variations du delta O18 de l'eau de pluie, et comme il y a une variation spatiale et temporelle, comme on l'a vu dans la modélisation, eh bien, on va pouvoir reconstituer des changements de température en considérant les changements du delta O18. Donc, alors, une des premières complications est résumée un petit peu sur ce panneau, parce que lorsqu'il y a cristallisation de carbonate de calcium, il y a aussi un fractionnement isotopique qui intervient et qui est exactement inverse de celui par hasard, en particulier pour cette zone géographique, ce ne serait pas vrai à haute latitude, mais pour la zone italique en particulier, c'est ce qu'on avait regardé, puisqu'on avait à peu près c'est ce que je vous ai montré, des changements qui sont de l'ordre de 0,2 pour 1000 par degré Celsius, avec une corrélation positive entre le delta O18, notre indicateur, dans l'eau de pluie et dans les spéléothèmes, et la température, donc une corrélation qui est positive. C'est vrai aussi, ici je vous remontre encore une fois le même diagramme, mais encore plus précis sur la zone de la Toscane, donc autour de la grotte de Corcia. Et lorsqu'il y a précipitation de carbonate de calcium, si la précipitation est relativement lente, et qu'elle se fait à l'équilibre thermodynamique, eh bien, il y a aussi un fractionnement isotopique qui est de l'ordre qui est de l'ordre de moins 0,2 pour 1000 par degré, un peu plus en fait. Ici, je vous ai récapitulé des différentes courbes qui ont été obtenues par différents auteurs. Le premier pionnier du domaine, c'était Sam Epstein de Caltech, et encore une fois, il y a eu beaucoup de travaux en fait sur ce sujet. Donc c'est des choses qui sont très bien connues, très bien contrôlées. On a un fractionnement à l'équilibre thermodynamique qui est quasiment du même ordre de grandeur, mais dans l'autre sens par rapport au fractionnement que l'on observe dans l'atmosphère. Ce qui veut dire qu'au final, lorsqu'on fait des mesures dans un stalagmite, on s'attend à avoir finalement très peu de variabilité en fonction de la température, parce qu'il y a 2 phénomènes qui vont se compenser si il y a des changements de la température de la grotte qui vont être parallèles au changement de température à l'extérieur de la grotte, et donc qui affectent le delta O18 de l'eau de pluie. On s'attend au final à avoir très peu de variations, parce qu'il y a ces 2 effets, changement distillation atmosphérique, et d'autre part le fractionnement à l'équilibre lié à la cristallisation du carbonate de calcium, lorsque le phénomène est relativement lent et se passe à l'équilibre. Alors on va voir qu'il y a des complications à ça, mais donc ce qui va nous rester, c'est la corrélation aussi avec les précipitations. C'est pour ça que généralement les spéléothèmes, les stalagmites sont plutôt utilisés, en particulier pour cette zone, pour regarder des changements de précipitation. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les paléotempératures, on ne s'attend pas à avoir un effet très important. Alors, dans le cadre de la grotte de Renella, il faut, et c'est vrai aussi pour la grotte de Corcia, ça illustre un petit peu aussi
le fait que les paléoclimatologues utilisent les stalagmites ou les archives anciennes, mais essayent de regarder les processus actuels dans les mêmes zones, il y a des études en fait, qui ont été réalisées par les groupes qui travaillent sur le passé, mais aussi sur l'actuel, pour étudier précisément les isotopes de l'eau actuellement dans la grotte de Rennella. Et c'est un peu le résumé de ce qui a été fait sur plusieurs années, ici de 2020 à 2022, donc sur 2 années en fait. Ce qui est résumé ici, c'est le fait qu'on a une composition isotopique, donc le delta 18 de l'eau de pluie, qui est indiqué par la courbe PLRL, qui est ici avec des points noirs, qui varient de façon conséquente. On a un effet qui est saisonnier, c'est ça qui est important. Donc les pluies locales au-dessus de la grotte présentent en fait des fluctuations saisonnières. On retrouve cette corrélation négative entre le taux de précipitation qui est indiqué ici par l'histogramme. Là, ça représente, c'est l'autre l'axe ici qui représente en fait les précipitations en millimètres par mois. Ce sont les histogrammes. Donc on a essentiellement des pluies en automne-hiver, donc c'est ce maximum, et on a une baisse très importante du delta 18 de l'eau de pluie, c'est l'effet de masse que je vous ai montré auparavant. Et on voit ça pour l'hiver 2020-2021, on le voit aussi pour 2021-2022. Mais ce qui est important, et c'est ça la raison en fait de cette étude, c'est que les choses sont plus compliquées parce qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a un temps de transit dans le karst des eaux entre l'atmosphère, les pluies, et la percolation et la fabrication et la synthèse en fait de carbonate de calcium. Donc, ce qui a été fait en fait par les auteurs, c'est de mesurer d'une part le delta 18 de l'eau de pluie, donc ce sont les points noirs, donc avec une grande variabilité. Ils ont mesuré aussi dans une petite rivière qui est à proximité, qui est le Régolo. Bon, la courbe en rouge vous présente en fait alors il n'y a pas des données pour tout l'intervalle, mais on voit très nettement aussi cette diminution pendant la période hivernale avec le maximum de pluie. Mais par contre, lorsqu'on fait des mesures, c'est ce qui a été fait par les auteurs, ils ont fait des mesures dans l'eau du karst, dans l'eau de percolation dans le karst, celle qui va être utilisée entre guillemets pour faire les précipitations, on voit pratiquement pas de changement pendant l'année parce qu'il y a en fait un lissage hydrologique dans le karst lui-même, donc un délai, et c'est un processus à cause de ce trajet dans le karst. On va avoir une moyenne finalement lissée des fluctuations saisonnières, ce qui fait que, alors on peut voir ça comme un avantage, parce que au final, quand on fait des mesures, on ne va pas les faire avec une résolution mensuelle, si on veut regarder ça sur plus de 2000 ans. Ça veut dire qu'en fait, le résultat en fait, de cette étude de processus dans la grotte de Rennella montre en fait que dans cette grotte, les enregistrements vont finalement représenter des moyennes des précipitations annuelles à cause justement de cette percolation qui est relativement lente dans le karst et cette synthèse de carbonate de calcium. Alors, armé de ces études, alors ici je vous présente celle qui a été effectuée dans la grotte de Rennella, le même type d'étude a pu être réalisé aussi dans la grotte de Corchia, et les auteurs, là, depuis plus de 10 ans, donc, ont fait des mesures dans différents spéléothèmes, dans différents stalagmites, et voilà un petit peu le résultat des courses, aussi impressionnant ou imprécis. Encore une fois, c'est toujours mon histoire de bouteille ou de verre à moitié plein ou à moitié vide. Ici, ce que j'ai représenté, en fait, c'est une compilation des différents enregistrements, à la fois pour la grotte de Corchia et pour la grotte de Rennella, sur la période de temps qui nous intéresse.
Alors, il faut imaginer des datations uranium-thorium sur des stalagmites, il faut imaginer des centaines de mesures qui ont été réalisées sur ces stalagmites pour le delta O18, et ensuite tout est reporté sur un graphique avec des âges, soit des âges avant l'ère commune et après l'ère commune, donc c'est BC ou ère commune, hein, avant JC ou AD, anneau domino, ce serait la même chose. Donc à partir de l'année 1, il n'y a pas d'année 0 dans notre calendrier, donc on a un zoom ici autour de l'an 1, et ici vous avez un calendrier par rapport à l'actuel, par rapport à 1950. Je vous ai dit qu'on prenait comme référence l'année 1950 comme étant l'année 0 pour ne pas avoir à la changer en permanence. Et les auteurs donc, ont fait ce graphique, ont construit ce graphique pour regarder ce qui se passe dans la fenêtre qu'ils ont indiquée ici, RCO ou optimum climatique romain. Et alors, c'est là où, dans le cours, je vous mets des flèches à chaque fois, en particulier pour l'échelle de temps, pour la flèche du temps, parce que les auteurs utilisent soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Donc ici, le temps évolue de droite à gauche. Mais ici, il faut faire encore plus attention parce que assez souvent, les isotopistes inversent, pour des raisons pratiques, on va dire, inversent les axes. Donc ici, les axes de delta O18 sont inversés pour que le maximum des précipitations soit vu comme des maxima, alors qu'en fait, ce sont des minima, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait une anticorrélation entre le taux de précipitation et le delta O18, ce fameux effet de masse. Donc pour avoir ce qui est plus humide, les périodes plus humides en haut et ce qui est plus sec en bas, eh bien, il suffit de renverser l'axe. Donc faites attention. À chaque fois, j'essaierai de vous le signaler lorsqu'il y a eu inversion. Mais c'est important d'avoir ça en tête parce que la compréhension de ces phénomènes est liée justement à la direction de ces fractionnements isotopiques. Donc globalement, ici, l'enregistrement de Corchia, l'enregistrement à meilleure résolution pour la grotte de Renella, avec un delta O18 qui est plus négatif, qui est plus faible pendant les périodes humides. Et donc, on retrouve qu'à peu près, au 1er siècle en particulier, on a un maximum de précipitations avec des périodes plus sèches bien avant et qui entourent en fait cet optimum climatique romain qui était donc à la fois un peu plus chaud et un peu plus humide. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ici, ça commence assez tardivement. Donc en fait, on a encore, mais la résolution temporelle n'est pas forcément fameuse dans ces enregistrements. On est toujours à la recherche en fait d'autres enregistrements qui permettraient d'aller plus loin justement dans ces interprétations. Alors depuis quelques années, il y a aussi beaucoup de recherches en spéléologie pour essayer de localiser et obtenir d'autres stalagmites, d'autres spéléothèmes. On peut aller un tout petit peu plus loin au nord, et en particulier, il y a plusieurs grottes qui ont été fouillées et observées, notamment dans les Alpes autrichiennes, pas très loin de la frontière avec l'Italie. Et je voulais vous montrer donc, un exemple qui a été réalisé justement sur non pas des stalagmites, mais ici des coulées stalagmitiques, donc sur les parois de la grotte. Si c'était à terre, on parlerait de plancher stalagmitique. Donc ici, quelques vues, c'est la grotte de Klapferloch dans les Alpes autrichiennes, avec donc des carottages qui ont été réalisés par les scientifiques. Donc ici, quelques photos, la situation qui est donc juste au nord de l'Italie. Et des carottages donc, qui permettent de voir une lamination de ces stalagmites, enfin de ces spéléothèmes. Alors ces spéléothèmes de cette grotte sont très particuliers parce qu'on y retrouve une lamination annuelle qui est liée en fait à une percolation très rapide dans le karst, avec un taux de précipitation qui est très élevé. Donc on voit même des bandes annuelles, donc c'est merveilleux, on voit carrément ici c'est 3 images, une en lumière visible, vous voyez des laminations, je pense, ouais, et une lumière en lumière transmise, donc une lame mince. Il est possible d'utiliser un microscope à épifluorescence pour regarder certains composés organiques
qui vont présenter de la fluorescence, et c'est ce qui est fait ici, donc de la matière organique qui est liée à une injection venant des sols qui est carrément annuelle. Donc on a des couches annuelles, ces différentes couches sont annuelles, donc en fait on a un spéléothème qui est merveilleux au premier ordre. Donc un spéléothème idéal en particulier parce que les datations sont très fiables puisqu'on a une teneur en uranium qui est adéquate. Donc ici un petit peu un résumé de la chronologie. Vous avez ici un diagramme qui représente la distance depuis le sommet du spéléothème. Donc c'est une coulée stalagmitique avec donc quelque chose qui a été foré sur 50 cm. Comme vous le voyez, et plusieurs âges UTH qui sont représentés ici, qui s'échelonnent de 0 jusqu'à 3000 ans, un peu plus que 3000 ans. Donc on a une très forte résolution, et il est idéal ce spéléothème parce que sa résolution est quasiment annuelle. Alors le problème, c'est, et malheureusement on ne peut pas tout avoir, c'est là où malheureusement les choses se compliquent, c'est qu'en faisant des analyses isotopiques de l'oxygène et du carbone, donc le rapport delta O18, donc O18 sur O16 par rapport à un standard, le rapport delta C13, rapport carbone 13 sur carbone 12 par rapport à un standard, ce sont deux mesures qui se font en même temps en fait sur la calcite, sur le CO2 qui est issu de l'attaque acide dans le spectromètre de masse. On a les deux informations sur le carbone qui est représenté ici en gris et la courbe en rouge, en orange plutôt, qui représente le delta O18. Donc on a sur tout ce spéléothème, en fonction de la distance par rapport à la surface, au top, donc ici on a le temps présent et ici on est quasiment à plus de 3000 ans, donc on a des données qui sont à super haute résolution. Malheureusement, on voit une très forte, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est malheureux, mais on a une très forte corrélation entre les deux indicateurs, delta O18 et delta C13, qui généralement devraient être découplés. Vous voyez très clairement que tous les maxima, et c'est vrai aussi pour les enregistrements à beaucoup plus haute résolution, et ça veut dire qu'on n'a pas une précipitation qui est à l'équilibre, on a ce qui est appelé une précipitation hors équilibre avec un fractionnement cinétique. Bon, c'est quelque chose qui a été étudié précisément dans cette grotte, et c'est une très belle illustration justement du fait qu'on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que si on travaille sur des spéléothèmes qui ont une résolution très importante, eh bien, il y a certaines limites, en particulier lorsque la précipitation est très rapide, en particulier sur ces écoulements sur les parois. On a un dégazage en fait du CO2 qui sort de l'eau assez rapidement, et le CO2 qui va sortir, qui va dégazer, qui va sortir de l'eau d'infiltration, c'est un gaz carbonique qui va être appauvri en isotope lourd, en O18, en carbone 13. Donc, par effet de bilan, le gaz carbonique dissous qui va rester dans l'eau, qui va servir, entre guillemets, à la précipitation de carbonate de calcium, va s'alourdir, va devenir de plus en plus élevé. Le delta O18 et le delta C13 vont augmenter par perte de ce gaz carbonique qui diffuse, et ce qui diffuse hors de la masse d'eau, c'est le gaz carbonique qui est appauvri, il diffuse plus rapidement. Donc, à cause de ce phénomène en fait, de fractionnement cinétique pendant la cristallisation, plutôt avant la cristallisation, justement, pendant l'infiltration, l'écoulement et ce dégazage rapide du CO2 dans des eaux d'infiltration lorsqu'elles ruissellent en fait, dans la grotte, eh bien, on a des corrélations qui sont très importantes entre le delta C13 et le delta O18. Donc ça, c'est le résultat, en fait, ce qu'ont fait les auteurs. Ce sont les mêmes, en fait, que ceux qui utilisent les spéléothèmes. Ils ont carrément fait des expériences de précipitation actuelles dans la grotte sur des morceaux sur différents substrats, mais dans la grotte actuelle, donc sur des conditions où on devrait enregistrer finalement des choses à peu près constantes. Et bien, au lieu de cela, ce qu'on enregistre avec ces carbonates précipités aujourd'hui, on a des fractionnements qui sont absolument colossaux,
mais qui sont complètement corrélés. C'est ça qui explique en fait le taux de corrélation que je vous ai montré auparavant sur les enregistrements à très haute résolution. On a un fractionnement cinétique. Alors, ils ont fait plusieurs types d'expérimentations, mais globalement, c'est exactement les mêmes taux de corrélation que l'on retrouve dans le passé avec cette corrélation mesurée dans le spéléothème qui remonte sur 3000 ans. Alors, donc ça complique totalement les choses, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de calcul avec... on ne peut plus retrouver directement le delta O18 de l'eau de pluie, mais de façon un peu fortuite aussi, il y a une relation entre le taux de précipitation, le flux d'eau, et le fractionnement isotopique. Lorsque le flux d'eau est élevé, on va être relativement proche de l'équilibre thermodynamique, mais par contre, lorsque le flux d'eau est très faible, on va avoir un fractionnement cinétique qui va être très important. Donc, en fait, au final, les périodes qui vont être caractérisées par des précipitations élevées vont présenter du delta O18 qui va être faible, un petit peu comme l'effet de masse purement atmosphérique que je vous ai montré auparavant, et le contraire et vice-versa. Donc en fait, on garde la même direction de changement en fonction des précipitations, mais c'est plus du tout le même phénomène qui est utilisé. Donc ça reste maintenant un outil qui est totalement qualitatif. Donc tout calcul fait, voici en fait enfin, pas tout calcul fait, après avoir converti les âges en termes d'âge BP avant le présent, c'est directement tiré de l'étude faite par les auteurs sur ces stalagmites, sur ces spéléothèmes, donc sur ces coulées stalagmitiques, à très haute résolution, donc pour les derniers 3000 ans. Donc on retrouve encore une fois, à la fois pour le carbone et pour l'oxygène en orange, les fluctuations à très haute fréquence. Et ce que l'on voit, c'est ça l'observation principale des auteurs, qui sont vraiment parmi les meilleurs. En fait, cette équipe en Autriche, c'est une des meilleures au monde en fait, sur les études de ce spéléothème. Leur conclusion, en fait, c'est que pendant l'optimum climatique romain, ou ce qu'ils appellent ici, donc là j'ai rajouté cette grande barre verte par homogénéité avec ce que je vous ai montré précédemment. Ici, c'est l'équivalent de ce qui est appelé, alors eux, ils ont une définition un peu plus extensive de l'optimum climatique romain. Il est aussi appelé Roman Warm Period, hein, l'épisode romain chaud. Bon, c'est plus simple de parler d'optimum climatique romain. Et ici, ce que je vous ai montré, c'est la direction du fractionnement cinétique qui explique le fait qu'on a des corrélations. Mais globalement, alors ici, c'est contrairement à l'autre graphique que je vous ai montré d'une autre équipe, là, le delta O18 est représenté normalement avec un axe qui croît positivement dans ce sens-là. Donc, il est normal d'avoir vers le bas les changements de précipitation élevés. Donc, ici, les précipitations sont plus élevées qu'au-dessus pour la courbe de delta O18. Et donc, la conclusion des auteurs, c'est que tout l'optimum climatique romain était caractérisé par des précipitations, donc des pluies plus importantes que pendant le dernier millénaire, en particulier de 0 à 1000 ans. Bon, voilà, mais ça reste... Alors, c'est à très haute résolution, mais malheureusement, ça reste très qualitatif parce qu'on a un outil qui est perturbé par ces problèmes de fractionnement cinétique. Alors, il y a d'autres outils qu'on pourrait introduire. Il y a des chercheurs qui travaillent aussi sur les inclusions fluides avec d'autres paléothermomètres et systèmes isotopiques. Mais bon, globalement, on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin avec ces données, mais elles montrent en fait, si quelque chose, eh bien qu'elles confirment en fait cet épisode, on va dire, de l'optimum climatique romain qui était plus humide que la période à la fois précédente et postérieure. Alors, on aimerait avoir la confirmation aussi avec d'autres données, et en particulier avec l'archéologie. Donc, oui, donc il y a des informations en fait dans les textes romains, en particulier, qui sont liées à des épisodes de crues de fleuves. Alors les crues sont des phénomènes qui sont extrêmes, mais il y a
parce qu'on n'a pas d'enregistrement, malheureusement, d'enregistrement scientifique en fait des pluies continues avec des pluviomètres d'époque romaine, malheureusement. Donc, mais par contre, on a des mentions dans les textes de ces crues de fleuves au cours du temps, en particulier pendant la période romaine, et donc il est possible en fait de les utiliser, et c'est en particulier vrai pour le Tibre à Rome. Ici, je vous montre quelques photos à la fois actuelles du pont Saint-Ange, qui est un pont romain en fait, qui a été réalisé au début du IIe siècle, et qui de temps à autre est complètement presque noyé par les crues. Ici, c'est une crue de 2008. Donc des phénomènes récurrents encore maintenant, même avec un cours d'eau qui est maîtrisé quand même. Et ici, pour rappel, des photos anciennes, du 19e siècle et de 1900, avec des crues très importantes qui avaient inondé en 1870, si vous voyez le Panthéon, qui était complètement sous l'eau. Et ici, le temple d'Hercule, bien connu, avec une barque devant ce temple d'Hercule. Donc des épisodes de crues récurrents qui existaient aussi dans l'Antiquité et qui ont été enregistrés dans les textes. Il y a aussi d'autres évidences dans les sites archéologiques. On peut aussi retrouver des alluvions qui sont typiques de phénomènes de crues. Et on peut donc essayer de faire une comparaison entre ces données archéologiques et les données obtenues dans les stalagmites, dans les spéléothèmes, en particulier les deux spéléothèmes bien connus pour ces enregistrements du nord de l'Italie, qui sont les enregistrements de la grotte de Corcia et de Renella. Donc les auteurs, là, ici, ont représenté ont comparé, en fait, leurs phases pluvieuses avec des informations, des phases alluviales dans les sites romains, pour montrer qu'il y avait effectivement une correspondance, en tout cas au premier siècle, c'est manifeste, et avec aussi une augmentation des crues du Tibre qui étaient mentionnées par les Romains. Donc il a été possible, certains auteurs ont réussi à construire des séries temporelles de ces crues du Tibre qui peuvent être utiles justement pour les comparer avec les séries isotopiques qui sont reconstituées en géochimie. Voilà, donc on a finalement des évidences, comme je vous l'ai montré, à la fois d'un peu partout avec des différents outils, que cette période de l'optimum climatique romain était à la fois plus chaude et plus humide que maintenant, et que les périodes, en tout cas, juste avant et un peu après. Mais comme je vous l'ai signalé, et je l'avais fait aussi l'année dernière, parce qu'on avait considéré aussi toute la période historique, c'est un petit peu, on est face un peu à la même problématique que pour l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire. Ces deux termes, en fait, simplifient à l'extrême des périodes qui ne sont pas du tout homogènes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fluctuations, beaucoup de variabilité aussi, et on va voir que cette variabilité, elle a des conséquences, mais on peut aussi s'occuper des changements moyens qui sont relativement faibles. Donc ce que j'ai fait sur cette planche, c'était juste de vous remettre et faire un zoom en fait sur les compilations climatiques, enfin les compilations dendroclimatiques, donc fondées sur l'épaisseur des cernes d'arbres, qui peuvent être statistiquement reliées à des anomalies de température. On en a parlé l'année dernière et on en a reparlé pendant les premiers cours aussi. Et il y a plusieurs auteurs, plusieurs compilations. Là, je vous présente en fait une comparaison des deux principales séries temporelles sur cette fenêtre entre un peu plus que moins 100 jusqu'à l'an 600. Pour deux séries temporelles centrées sur l'Europe. Alors il y a assez peu de données, comme je vous l'ai dit, sur l'Italie, mais bon, beaucoup de données qui, globalement, montrent en fait un optimum climatique romain centré entre le 1er siècle avant notre ère et jusqu'au
IIIe siècle, et ensuite une dégradation climatique qui va intervenir à partir du IVe, Ve siècle, etc. C'est vrai pour les deux enregistrements, mais on voit que les enregistrements lissés présentent donc un changement de température qui est relativement faible. Ici, on a moins de 1 degré Celsius. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que les deux enregistrements n'ont pas la même amplitude. Il y a pratiquement un facteur 2 entre les deux enregistrements, en delta de température. Mais bon, c'est lié aux techniques de statistiques qui sont utilisées pour reconstituer les anomalies de température. Donc, ça vous signale l'incertitude. Cet exemple de montrer deux reconstitutions montre très bien qu'il y a quand même une grosse incertitude, même sur l'ampleur du phénomène. Donc, c'est moins de 1 degré, où ici, on a des fluctuations qui vont jusqu'à 1 degré, mais donc pratiquement un facteur 2. On retrouve les mêmes événements à haute résolution, mais globalement, on a des changements qui vont être relativement lents. Et ce qui peut nous intéresser, c'est de regarder quelles sont les conséquences en fait, de l'optimum climatique romain dans son entièreté, là, toute cette période. On pourra regarder aussi des événements particuliers, singuliers, comme nous le verrons. Alors, essayer de regarder l'impact de l'optimum climatique romain sur la civilisation romaine demanderait de faire des compilations régionales, parce qu'on a un empire qui est très étendu, je l'ai rappelé la semaine dernière. On a vu aussi qu'il y a certains phénomènes climatiques qui sont, comme les changements de l'oscillation nord-atlantique, qui génèrent en fait des changements qui vont être différents suivant les zones géographiques entre l'est et l'ouest de la Méditerranée, le nord et le sud. Donc tout ça est assez compliqué. Donc en fait, avant de faire une compilation, il faut considérer certains exemples. Et c'est ce que je vais faire donc aujourd'hui. Là, je vais vous parler de l'impact de l'optimum climatique romain sur certains aspects de la vie romaine, en particulier de la viticulture. On le sait tous que le vin était à la fois avait une importance culturelle et économique dans la société romaine. En fait, il y avait une consommation quotidienne. C'était vraiment une boisson, contrairement aux Grecs, qui était quasiment quotidienne. Et bon, c'était aussi évidemment très utilisée pendant les banquets, pendant certaines cérémonies religieuses. Et une question légitime, en fait, que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'optimum climatique romain a favorisé la viticulture à la fois dans la péninsule italique et, comme on va le voir, parce que ce qui va m'intéresser là, c'est l'exemple en fait du sud de la Gaule, qui faisait partie de l'Empire romain, avec des exemples particuliers. Donc ici, bon, juste pour rappel, quelques belles vues. Ici, c'est sur un mur d'auberge à Herculanum, vous avez le prix du vin sur un mur. Le vin, à l'époque, était stocké essentiellement dans des jarres qu'on appelle un dolium, ou dolia au pluriel, qui faisait jusqu'à 2 mètres cubes. Voilà, donc ici une série de jarres dans une villa d'exploitation du vin d'un domaine viticole proche de Naples. Et ici, bon, un rappel de l'importance, en fait. Vous avez 3 dieux ici, le dieu Pan, Bacchus et un satyre qui tiennent chacun des grappes de raisin, et avec Bacchus qui tient bien évidemment un récipient pour boire. Donc ça, c'est juste pour illustrer l'importance en fait du vin, à la fois culturellement, mais aussi économiquement, à la fois pour les exportations. Alors c'est quelque chose qui est relativement bien étudié, en particulier pour le sud de la Gaule, parce que le sud de la France en particulier, parce que dès le IIe siècle avant notre ère, toute ce qu'on appelait la province de Gaule, narbonnaise, c'est en fait tout le sud de la France, du Languedoc jusqu'à la Provence, et beaucoup plus au nord aussi, faisait partie de l'Empire romain, et donc il y a beaucoup de sites archéologiques de production de vin et d'huile d'olive aussi, qui ont été mis en évidence. Donc ici, une cartographie qui est tirée d'un article dont je vais vous parler, et essentiellement tirée de données établies par des archéologues, et Dominique Garcia, et aussi Jean-Pierre Brun, qui est professeur ici même, et dont je vous recommande les cours. Donc des données qui montrent en fait la répartition à la fois des
des domaines viticoles, des domaines de production d'olives. Alors il y en a certains qui sont plus ou moins controversés, donc qui ne sont pas colorés de la même façon, mais globalement, donc une Gaule narbonnaise qui était productrice de vin. Ce vin, c'était un commerce à très grande échelle, hein, c'est un peu comme les... C'était très important au même titre que que ce qu'on a vu pour les Vikings du Groenland, qui exportaient de l'ivoire de morse. L'ivoire de morse pour la Gaule narbonnaise, c'était le vin. Donc un commerce de vin à très grande échelle qui, comme vous allez le voir, allait vraiment très très loin. Donc ça illustre le fait que c'était vraiment fondamental. Donc ici, quelques vues. Donc réplique d'une épave découverte à Toulon où il y avait à la fois des amphores italiques, des amphores gauloises. Les amphores gauloises avaient un fond plat, elles étaient paillées pour être plus légères, et il y avait des tonneaux qui étaient essentiellement gaulois. Et donc, une exportation du vin. Et ces amphores, en fait, on les retrouve un peu partout. Les données archéologiques, en fait, montrent des échanges à très grande échelle. Ici, ce que je vous présente, c'est un petit clin d'œil, parce qu'en fait, j'avais travaillé il y a fort longtemps, il y a plus de 45 ans, avec des archéologues en archéométrie, en particulier avec cet archéologue Fanette Lobenheimer, qui a fouillé tout le sud de la France, et en particulier qui a découvert des sites de production d'amphores, avec des fours d'amphores. Ça, c'est le four de Salelles-d'Aude, proche de Narbonne, au nord de Narbonne. Et ici, vous avez une représentation d'un bas-relief avec un bateau avec des amphores et des tonneaux qui étaient allés le long des fleuves. Et en fait, on a pu retrouver en fait ces amphores pratiquement partout en France, enfin au nord de la Gaule, les chercheurs ont pu étudier et identifier vraiment des amphores qui ont été produites dans la Gaule narbonnaise. Ce sont les amphores qui sont représentés ici avec ici c'est les petits camemberts à chaque fois, mais tout ce qui est en violet montre en fait des amphores qui provenaient directement du sud de la France. Alors à l'époque, en fait, le groupe justement de Fanette Lobenheimer collaborait avec des physiciens, avec ce que l'on appelle des archéomètres, qui mesuraient avec des méthodes nucléaires les éléments traces, avec ce que l'on appelle l'activation neutronique. Il était possible de faire des mesures dans les argiles cuites, donc dans les morceaux d'amphore. Il était possible de reconstituer ensuite des cartes d'identité. C'est un peu comme des traces, des empreintes digitales de chaque atelier et de chaque production d'amphores. Il était possible en fait de faire un traçage de ces amphores à très grande échelle. Donc c'est à l'époque, dès les années 80, c'était un groupe qui collaborait, un groupe d'archéologues qui collaborait étroitement avec des physiciens. Ça s'appelait le groupe d'archéologie nucléaire d'Orsay-Saclay, avec donc cette étude, et pendant les derniers 40 ans, en fait, il y a eu beaucoup de progrès qui ont permis justement de montrer ces échanges à très grande échelle. Les amphores en fait, du sud de la France, de la Gaule narbonnaise, ont même été retrouvés jusqu'en Inde. C'est vraiment très impressionnant de voir l'échelle de ces échanges. Et il faut imaginer que les échanges aussi existaient aussi au niveau du vin qui était produit au niveau de Rome ou à proximité de Rome sur toute la péninsule italique. Donc des échanges à très grande échelle. Alors c'est une illustration en fait de l'importance du vin. Et donc, alors pour revenir à notre optimum climatique romain, donc la question légitime, c'est est-ce qu'on a des évidences sur l'influence de cet optimum climatique romain sur la viticulture. Et comme on l'a montré, il y a effectivement des évidences archéologiques, mais on va pouvoir aussi étudier ça avec des modélisations. Alors c'est ce qui a été fait en particulier à partir toujours de modèles numériques qui permettent, en particulier ce que l'on appelle des modèles de circulation générale, qui permettent de faire des modélisations, de les perturber pour simuler les climats du passé, et en particulier cet optimum climatique romain. Donc ces modèles, je vous les résume ici sur cette planche, ils simulent à la fois l'atmosphère et les échanges à très grande échelle globale
entre tous les compartiments du système climatique, mais on peut les zoomer avec des modèles régionaux et aller en fait plus loin en essayant de régionaliser les choses. C'est ce qui a été fait en fait justement par un groupe en particulier dans mon labo à Aix-en-Provence, au CEREJ. Donc des collègues ont étudié précisément justement, ainsi qu'à l'IMBE, qui est un laboratoire qui est sur le même campus. Donc des modélisations en fait ont été réalisées. Donc à partir des simulations tridimensionnelles, il est possible d'utiliser ensuite des modèles intermédiaires, des modèles régionaux, en particulier le modèle Aladdin en France, et on peut aller encore plus loin dans ce que l'on appelle la descente d'échelle de la modélisation, le downscaling en anglais. On peut régionaliser les choses, on peut même aller très loin dans cette régionalisation en utilisant des techniques statistiques, des paramétrisations statistiques pour prendre en compte des paramètres très précis, en particulier des paramètres topographiques. Et à partir de ces modélisations et de cette régionalisation des modèles climatiques, il est possible en fait d'avoir des contrastes assez précis sur finalement une zone géographique qui est assez petite comme la France, et de vraiment régionaliser. Et ce qui a été fait en plus, c'est d'ajouter dans cette modélisation les anomalies de paléotempérature qui sont observées, et de tenir compte aussi pour essayer de prévoir, parce que le but était de prévoir les zones favorables à la viticulture au 1er siècle avant le présent, eh bien, d'avoir aussi des fonctions statistiques qui dépendent d'autres critères en plus que, enfin, à part le climat. Donc, il est évident que les températures, on l'a vu pour le dernier millénaire, on a parlé des dates de vendange chères à Leroy Ladurie et à d'autres auteurs. Malheureusement, on n'a pas ces informations dans le passé romain, mais on sait que les températures ont un impact direct sur les zones favorables à la viticulture. Mais en plus, ce qui a été ajouté dans ces modélisations, ce sont d'autres critères, en particulier l'exposition au soleil, la géométrie des parcelles, la proximité des villes, en particulier parce qu'il faut exporter le vin, donc proximité des villes, des routes, des rivières. Et c'est ça qui a conduit donc, ces auteurs, donc, à partir de la modélisation climatique, de ce que l'on connaît des changements de température que je vous ai montré auparavant pour cette zone, pour l'Europe, mais en particulier en régionalisant ceci sur les différentes zones en France, il a été possible en fait de reconstituer une carte des zones favorables à la viticulture pendant cette période, avec une carte qui montre des maxima, avec un haut potentiel quand c'est rouge, et pas de potentiel viticole pour les zones qui sont représentées en bleu. Et ce qui est montré sur cette carte, en fait, ce qui est représenté avec des points noirs, ce sont les données archéologiques qui montrent la présence en fait de viticulture ou d'amphores ou de preuves en fait de commerce du vin. Et donc on a globalement une correspondance finalement entre les deux qui montre en fait qu'effectivement on peut essayer d'aller en fait même plus loin que les prévisions climatiques. On peut directement faire des prévisions sur la viticulture pour cette période. Mis à part cette observation d'un bon accord entre les évidences archéologiques et les simulations, les modélisations des zones favorables à la viticulture, on peut aller même encore un peu plus loin en essayant de simuler directement la biosphère, les changements de la végétation. Et ça peut se faire avec certains modèles qui permettent ce qu'on appelle des modèles de végétation dynamique, qui permettent de représenter la végétation. Alors, pas chaque arbre ou chaque espèce de plante, mais la végétation est divisée, en particulier la végétation naturelle, est divisée en ce que l'on appelle des types de plantes fonctionnelles, donc les PFT
Plant Functional Types en anglais. Ici, c'est juste une illustration pour un modèle particulier avec tout est divisé, toute la végétation est divisée en un certain nombre de biomes, en fait de PFT plutôt, et donc ces modèles vont pouvoir être couplés directement au modèle climatique et on va avoir donc une évolution de la végétation en réponse aux changements climatiques qui sont simulés par le modèle climatique lui-même. Donc on a un va-et-vient entre les deux modèles. Et donc c'est quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Ces modèles de dynamique de végétation globale, ou DGVM en anglais, ils permettent de représenter la végétation donc à grande échelle, il ne faut pas regarder les détails, et puis en particulier tout est simplifié à l'extrême avec finalement très peu il y a des modèles plus récents encore qui subdivisent encore plus la végétation, mais c'est impressionnant de voir qu'on peut coupler le modèle climatique avec ces modèles de végétation et vraiment voir évoluer la végétation naturellement, la végétation potentielle. Alors en particulier, un des modèles les plus connus, c'est ce qu'on appelle le modèle LPJ, essentiellement parce que c'est une collaboration entre 3 laboratoires, de Lund, Potsdam et Jena, donc le modèle LPJ. Et ce modèle LPJ, il a été actualisé, il est devenu il a été amélioré en prenant compte non seulement la biosphère terrestre, mais aussi en paramétrisant la biosphère, en fait la végétation cultivée. Donc c'est cette amélioration, ce modèle LPJ-ML pour Managed Land, ça veut dire il tient compte en fait dans ce modèle, on tient compte aussi de tout ce qui est culture actuelle. Donc c'est des modèles qui sont très utilisés en particulier pour voir l'impact du réchauffement climatique actuel et futur sur la végétation naturelle, ainsi que les possibilités de culture. C'est les mêmes modèles qui sont utilisés. Et ces modèles, pour revenir à notre problématique sur l'optimum climatique romain, le modèle LPJ-ML, qui a été construit essentiellement par Albert Bondeau, qui est à Aix-en-Provence, à l'époque elle travaillait à Potsdam, et ce modèle a été utilisé justement pour simuler des rendements viticoles au niveau de la province narbonnaise au VIe et au 1er siècle avant notre ère. C'est ce qui vous est montré en fait sur ces 4 diagrammes qui vous présentent à la fois la partie gauche, en fait les 2 diagrammes de gauche présentent une simulation pour tout le sud, toute la Narbonnaise, donc toute la zone sud de la France, les simulations de rendement viticole. Alors tout est exprimé ici en hectolitres par hectare, avec à la fois pour une vigne sans irrigation et une vigne irriguée. Alors forcément, lorsqu'on met de l'eau sur la vigne, on a des rendements plus élevés. Aujourd'hui, c'est très contrôlé. Pour les AOP, c'est autorisé, mais il ne faut pas que ça nuise à la qualité du raisin. C'est réglementé depuis des années. Et donc, les simulations, elles ont été faites, puisqu'on ne sait pas bien ce qui se passait à l'époque romaine. Donc, les 2 simulations, mais les 2 simulations montrent, à chaque fois, lorsque vous comparez le diagramme de gauche ou la carte de gauche, des rendements viticoles potentiels, encore une fois, c'est juste une simulation qui montre le potentiel de culture pour cette zone, on voit très nettement une augmentation entre les 2 situations, entre le 6e siècle avant notre ère, c'est une comparaison, ça aurait pu être évolutif, le modèle permet de faire l'évolution temporelle, parce qu'on y entre aussi les changements climatiques au cours de cette période, mais il est bon aussi de regarder 2 périodes très contrastées, donc le 1er siècle avant notre ère et le 6e siècle, et donc une grosse différence, bien évidemment, en irriguant. Alors, donc ces modèles, ils peuvent être encore plus, sophistiqués. On peut aller encore plus loin dans les simulations pour essayer de reconstituer la profitabilité. Alors quand on compare les chiffres ici en hectolitres par hectare, ça peut aller ici jusqu'à 50, 60
hectolitres par hectare, bon, ce sont des rendements agricoles, enfin viticoles, qui sont tout à fait comparables à ce qu'il y a aujourd'hui en France. Donc des reconstitutions donc, qui sont relativement raisonnables et qui illustrent cette importance, justement, quand on passe de la partie gauche à la partie droite, c'est effectivement l'effet de cet optimum climatique romain, qui est donc indéniable, en tout cas vu à travers cette modélisation qui a pu être faite avec ces modèles couplés climat-végétation. Alors, on peut aller encore plus loin dans ces essais de modélisation en essayant de greffer sur ces modélisations des modèles économiques. Alors, c'est ce qui a été fait justement dans le cadre de ces études, avec un modèle qui s'appelle le modèle ROMCLIM, qui est un modèle économique qu'on appelle multi-agent, ou ABM, enfin, Agent Based Model, où là, l'agent, en fait, c'est l'unité de base, c'est la ferme romaine, la villa, et alors, il y a bon, je ne vais pas entrer dans les détails de la modélisation, c'est assez complexe, mais il y a à la fois une évolution, le choix des cultures, les rendements agricoles, le nombre d'employés vont être des paramètres qui vont entrer en ligne de compte et être affectés par la modélisation. Les transports sont aussi importants et le modèle est forcé aussi, enfin forcé, c'est-à-dire qu'il est perturbé par les changements climatiques sur toute la zone. Ici, vous reconnaissez donc la carte qui est représentée en bas, donc tirée de cet article, encore une fois, qui a été produit là, par une équipe à la fois du CEREJ et de l'INBE à Aix-en-Provence, montre en fait une carte qui va encore plus loin justement dans ces simulations. Ce sont des cartes de profitabilité de la vigne et de l'olive et des céréales au 1er siècle avant notre ère, avec une perturbation des modèles et ce modèle greffé, multi-agent, ROMCLIM, qui permet de simuler et de discrétiser la localisation des villas romaines viticoles dans toute cette zone du sud de la France, de la Narbonnaise, de la Gaule narbonnaise. Et ce qui est montré ici, ce sont les séries paléoclimatiques pour le sud de la France compilées, moyennées, qui sont utilisées comme forçage pour ces modélisations. Alors, ce sont des modélisations qui sont... les paramètres sont très incertains, mais alors, ce que je vous montre ici, c'est la carte qui a été obtenue pour le 1er siècle avant notre ère, et j'aurais pu vous montrer aussi la carte en fait, pour le 6e siècle avant notre ère, même si, bon, ce n'est pas les mêmes civilisations, mais globalement, on voit une très nette augmentation de la profitabilité de la vigne et de l'olive, et de la culture de l'olivier, pour toute cette zone du sud de la France, en réponse à l'optimum climatique romain. Donc vraiment un impact qui est tout à fait conséquent et qu'on peut même chiffrer directement en termes de profitabilité pour les populations. Et on voit même une corrélation finalement avec les capitales provinciales, ce qui est bon, c'est assez difficile à la lire, mais ce qui est indiqué ici en rouge, ce sont les capitales provinciales de l'époque. Donc on voit une concentration autour de Vaison, Carpentras et autres, donc des zones géographiques qui sont caractérisées par une viticulture depuis l'Antiquité. Et il est très clair, en fait, la vision de cette permise par ces modélisations. Alors, il y a beaucoup on peut les critiquer en disant qu'elles sont très approximatives et très hypothétiques, c'est vrai, mais en même temps, elles confirment en fait le potentiel et le fait qu'il est probable, indéniable, que l'optimum climatique romain a eu un impact très important sur cette viticulture et a permis ce commerce à très grande échelle. Et c'était vrai aussi pour la péninsule italique et la péninsule ibérique aussi. Donc vraiment un commerce qui a été rendu possible grâce à ces changements de température qui sont compatibles justement avec ce que l'on voit dans les données archéologiques. Alors, je voulais, dans ce cours, justement, illustrer un peu les choses en vous montrant... Donc, c'était le cours aujourd'hui qui était
assez focalisée sur certains aspects liés au changement climatique moyen pendant toute la période de l'optimum climatique romain, elle est compliquée donc à appréhender. On pourrait le faire pour d'autres zones géographiques, on pourrait regarder ce qui s'est passé pour d'autres cultures dans tout l'Empire romain. C'est ça qu'il faudrait faire, effectivement, si on voulait vraiment faire des calculs de rentabilité à l'échelle de l'Empire pour essayer de voir quelles étaient les conséquences de ces changements climatique sur l'économie romaine et voir comment est-ce que ça a contribué à la fois à l'essor et à la chute de l'Empire romain. Mais c'est important donc de regarder ces changements et leurs impacts en particulier sur les changements moyens. Et donc on l'a fait, là je voulais vous le montrer avec un exemple particulier sur une période complète de l'optimum climatique romain qui, globalement, était favorable à la viticulture et avec d'autres conséquences sur d'autres cultures aussi. Alors, un autre aspect des choses, ça va être pour la semaine prochaine, mais qui est important aussi, et qui est illustré en fait par cette comparaison que je vous remontre encore une fois, avec les séries temporelles à la fois moyennées et brutes, avec une variabilité interannuelle qui est très conséquente, qui montre en fait qu'on ne peut pas se contenter de regarder uniquement le petit changement, mais c'est important, entre la période de l'optimum climatique romain, la période précédente, ici ça ne remonte pas jusqu'au VIe siècle, mais on aurait une température plus faible au VIe siècle, et la période qui va suivre, qui est une période un petit peu équivalente au petit âge glaciaire. D'ailleurs, en fait, on l'appelle maintenant, traditionnellement maintenant, depuis quelques années, la période qui a suivi a été baptisée le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. Et on va voir que on a donc une marche en escalier qui est relativement faible quand on calcule la variation moyenne. Je vous ai signalé le fait qu'entre ces deux reconstitutions, il y a déjà pratiquement un facteur 2. Ici, on a pratiquement 1 degré de changement de température entre l'optimum climatique romain et ce petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. Ici, 1 demi-degré. Mais en plus, c'est ça qui va nous intéresser dans les prochains cours, c'est qu'il y a une variabilité qui est beaucoup plus importante, qui est très importante, qu'il va falloir aussi considérer. Et cette variabilité interannuelle, elle peut avoir des impacts sur la société, même une société très puissante et étendue comme l'était l'Empire romain à l'époque. Il y a des impacts en fait, qui peuvent intervenir à cause de périodes un peu plus froides sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. C'est toutes les variabilités là, que l'on voit. Il y a un peu de bruit analytique qui est lié au fait qu'il y a une imprécision de ces indicateurs liés à la dendroclimatologie, aux anneaux d'arbres, mais on retrouve en particulier ici dans ces deux enregistrements, on retrouve en fait les mêmes fluctuations qui sont liées à des vrais changements climatiques qui interviennent à l'échelle de quelques années et qui vont avoir un impact ou pas sur la société romaine. Donc je vais pas. Alors il faudrait regarder chaque événement pour voir si on les retrouve de façon régulière dans tous les enregistrements, et ensuite considérer pour chaque date les impacts, regarder ce qui s'est passé historiquement pendant la période. Alors je vais essayer de vous montrer ça essentiellement pour les températures. On pourrait le faire aussi sur des périodes à la fois de crues et des périodes de maxima de changement de précipitation ou de minima, mais j'ai choisi de vous présenter un exemple en fait particulier d'un changement de température qui est le plus conséquent, en tout cas sur cette série temporelle qui est la plus récente là, de reconstitution dendroclimatique, qui est la reconstitution effectuée là, par des collègues allemands, Luther Bacher, avec en particulier cet événement très froid qui est reproduit dans plusieurs archives, ici aussi, mais bon, c'est beaucoup plus net dans la série la plus récente, de compilation de différents enregistrements, avec un minimum de température qui correspond à l'année 43 avant notre ère. Et donc, je vais vous montrer en fait qu'effectivement, il faut aussi considérer ces changements de température à haute fréquence dans la problématique de ces changements, de l'impact des changements de température sur la société romaine dans son ensemble.
Voilà, donc c'est un peu pour vous montrer et faire un peu de publicité pour venir au prochain cours. Je vous parlerai beaucoup plus précisément de ce qui s'est passé autour de cette date et on verra que ça a potentiellement eu des conséquences importantes sur la civilisation romaine à cette période. Voilà. Je vous remercie de votre attention.